Dès les années 20, le régime annonce que son ambition première est de propager l'islam. Et évidemment, islam version wahhabite, c'est pas... Les influenceurs au sens strict du terme. C'est une campagne, j'allais dire, de communication à peu de frais, d'une certaine manière. Louis Blin n'est autre qu'un ancien diplomate français, membre du CAPS, le centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. Je sais que l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas les mains propres, la France l'a pas non plus. Comment l'OM a pu, depuis janvier 2021, se mettre à investir entre 130 et 160 millions d'euros? Pourquoi il y a une telle omerta, en fait? Moi, j'ai reçu des mises en demeure, des menaces de mort. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Bienvenue dans cet grand entretien Omerta. Pourriez-vous vous présenter? Ouais, c'est un exercice que j'arrive à pratiquer assez bien. Moi, j'ai commencé par faire des études d'histoire. Et puis, j'ai enseigné pendant 5 ans. Puis, au bout de 5 ans, je trouvais que je m'embêtais un peu parce que... Enfin, je m'embêtais, voilà. Donc, j'ai passé l'ENA. Je suis sorti de l'ENA dans les tribunaux administratifs. Non, j'ai fait mon... Il s'est trouvé que de mes études d'histoire, j'avais fait de l'histoire chinoise et du chinois. Donc, je me suis retrouvé à faire le stage de l'ENA à Pékin. Et puis ensuite, je suis sorti, donc j'ai été juge administratif. Après juge administratif, je suis allé au ministère de la Défense où j'ai fait tout sauf de l'administration. C'est-à-dire du renseignement, de l'analyse géopolitique, de l'exportation d'armes, etc. Et puis j'ai fini les 10 dernières années de ma vie professionnelle à diriger une société d'intelligence économique. Donc voilà grosso modo, si vous voulez, le profil. Et maintenant, j'ai du temps pour écrire et pour formaliser ce que j'ai envie de mettre en forme, avec, si vous voulez, une originalité qui, je crois, est importante pour comprendre comment fonctionne ce monde, c'est que l'essentiel de mon expérience a été de comprendre comment fonctionnaient les décisions publiques. Or, la plupart du temps, quand les historiens travaillent, ils reconstituent une rationalité sur la décision publique en disant « oui, mais si on a décidé ça, c'est parce que si, c'est parce que ça ». Moi, j'ai participé à des décisions publiques où je me suis aperçu que le ministre n'avait jamais lu le dossier, que ses conseillers, c'était une rivalité pour savoir qui serait le plus proche du ministre, que l'échéancier électoral, notamment les municipales, dans quelques mois, paraissait parfois plus importante que la crise elle-même, si vous voulez. Donc, la reconstitution que font souvent les politologues, ça traduit quelque chose auquel ils n'ont pas participé, comme les historiens d'ailleurs, qui font le même travail. Voilà, donc c'est ça l'objet sur lequel je travaille maintenant, c'est-à-dire mettre en forme ce que je considère être les véritables modalités de fonctionnement de la décision publique. À travers cette interview, on va essayer de se questionner sur les relations qu'entretiennent les puissances euro-atlantiques au monde arabe. Il y a une actualité à laquelle j'aimerais vous faire réagir, c'est cette Coupe du Monde au Qatar. Comment un pays pas plus grand que la Corse, méconnu il y a encore 30 ans, a-t-il été capable d'organiser la plus grosse compétition sportive au monde? Et comment est-ce que ce petit émirat du Golfe est-il perçu par le bloc occidental? Il y a deux choses à mon avis dans votre question. D'abord, c'est l'histoire du Qatar et la deuxième, c'est le sport et l'argent. Le Qatar, c'était le petit dernier, si vous voulez, du Conseil de coopération du Golfe. C'était celui qui était un peu à la traîne. C'est une espèce de presqu'île, le Qatar. Vous savez, c'est rattaché à l'Arabie Saoudite. Bon, donc c'était celui qui, en fait, n'avait aucune importance jusqu'au moment où on découvre, je crois que c'est dans les années 74, cet immense champ gazier que le Qatar partage avec l'Iran. Bon, donc ça devient tout à coup un pays richissime, qui a évidemment une position divergente avec le Conseil de coopération du Golfe, puisque ses intérêts sont aussi liés à ses relations avec l'Iran. Et donc ce pays va progressivement avoir une espèce de politique d'influence, un soft power, qui est très intelligent d'ailleurs, qui ne consiste pas, si vous voulez, à afficher des ambitions géopolitiques, mais au contraire à prendre position sur des questions qui importent dans les sociétés où ils investissent. Par exemple, pardon, je suis désolé. On a le cas avec le Paris Saint-Germain, évidemment, pour le cas de la France, c'est-à-dire acheter une grande équipe de la capitale pour vouloir en faire un champion, etc., etc. Tout ça, c'est extrêmement astucieux. Participer à la création d'un département des arts islamiques au Louvre, etc., etc. Et encore une fois, ça n'inquiète pas le Qatar, parce que c'est trop petit. Bon. Donc ça, si vous voulez, c'est une logique qui a été assez bien conçue, construite, et effectivement... dont on voit les résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que le Qatar. L'autre aspect, évidemment, qui est moins ragoûtant, c'est le fait que depuis une quinzaine d'années, le sport est devenu un vecteur
comment dire, financier absolument extraordinaire, soit parce que ça génère de la publicité, des images, tout ce que vous voulez, mais aussi parce que les instances internationales sont elles aussi incroyablement sensibles au bruit de l'argent. Bon, et on voit bien qu'aujourd'hui, même des vedettes comme Matt Platini sont mises en examen parce que, visiblement, ils ont laissé traîner la main dans la soupe. Donc on est sur quelque chose qui est la conjonction de ces deux choses avec ce paradoxe que vous écrivez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait une Coupe du Monde dans un pays minuscule, c'est pas gentil pour la Corse, mais dans un pays minuscule, dans lequel on n'arrive pas à remplir les stades. On n'arrive pas à remplir les stades, donc on a ce qu'on voit effectivement à la télévision, c'est-à-dire on va faire venir des contingents de supporters qui vont porter un drapeau qui n'a rien à voir avec leur pays d'origine. Oui, oui, absolument. Et donc c'est un côté un peu ridicule, ce qui n'enlève rien à la beauté du spectacle sportif lui-même. Mais enfin, on voit bien, ça plus additionné avec l'autre épisode que vous n'évoquez pas, mais qui est absolument extraordinaire, c'est-à-dire des Jeux olympiques d'hiver asiatiques en Arabie saoudite. Donc vous voyez que finalement, avec de l'argent et des moyens, en dépit de toutes les tendances internationales sur la préservation de la planète, sur le réchauffement de la planète, sur les réserves d'eau, etc., avec de l'argent, on peut arriver à faire n'importe quoi. Comment décririez-vous la perception occidentale du monde arabe? Et d'ailleurs, c'est quoi le monde arabe? Ben ça joue autour de la question. On construit des concepts géopolitiques, si vous voulez, pour faciliter l'analyse, pour convaincre l'opinion, pour des besoins journalistiques, etc. Donc effectivement, vous avez d'abord le monde arabe, ensuite vous avez le monde arabo-musulman, puis après vous avez le monde musulman, etc., etc. Or, ce sont des cercles, si vous voulez, qui ont des zones de recouvrement tout à fait différentes. Pendant longtemps, ce qu'on appelait le monde arabe, en fait, c'était le monde arabe colonisé, pour ce qui en parlait de la France. C'est-à-dire, on parlait surtout essentiellement du Maghreb, quelques relations particulières avec quelques pays importants comme l'Égypte, etc. Bon. Après, on s'est mis à parler du monde arabo-musulman, parce qu'il fallait inclure qu'il y avait une dimension qui dépassait, si vous voulez, le monde arabe. Et puis, alors, selon le critère d'analyse, vous prenez l'un ou l'autre des concepts. Ça, c'est important. L'autre concept sur lequel vous évoquez aussi, c'est l'Occident. Bon, l'Occident, c'est quoi? L'Occident, c'était pendant longtemps l'Est-Ouest. Donc, il y avait un Occident capitaliste, il y avait un Occident communiste, chacun ayant sa propre politique arabe. Et donc, à partir de 91, quand tout à coup, on se retrouve avec un monde unipolaire qui est celui dirigé évidemment par les États-Unis, on est sur une problématique qui est évidemment fondamentalement différente. Alors, étape importante, je crois, à comprendre, c'est que le monde arabe monde arabe et arabo-musulman, mais surtout le monde arabe est un sujet de l'histoire, ce n'est pas un acteur de l'histoire. Je vous prends un exemple. Quand commence à apparaître le socialisme arabe, c'est-à-dire quand vous avez l'apparition d'un personnage comme Nasser, puis ensuite vous avez Boumedienne, vous avez Assad, vous avez Saddam Hussein, etc., c'est-à-dire tous ces leaders, souvent d'ailleurs issus de la chose militaire, et qui essayent de moderniser leur pays avec un discours qui est un discours justement autoritaire pour casser les anciennes élites, etc. La seule question qui se pose dans la tête des pays occidentaux, c'est « mais est-ce qu'ils sont avec nous ou est-ce qu'ils sont contre nous ?» Et donc, vous vous souvenez de cet épisode avec le Nasser, où les Américains refusent de contribuer au financement de barrages d'Assouan. Et donc, les Égyptiens se tournent vers les Russes. Et à partir de ce moment-là, l'Égypte de Nasser devient un pays socialiste. Ce n'est plus un pays arabe, c'est un pays socialiste. Et donc, on va avoir cette extraordinaire erreur stratégique qui va consister à penser que l'Arabie saoudite est un pays pro-occidental et que l'Égypte est un pays communiste. Et donc, on va contribuer à soutenir l'Arabie saoudite, alors que Nasser lui-même avait sur l'Arabie saoudite une vision extrêmement critique, et les Saoudiens le détestaient parce qu'il disait des vérités sur l'arriération de l'Arabie saoudite et le rôle, si vous voulez, de capitale de l'islam qu'elle jouait. Bon. Alors qu'on était à une époque où il n'y avait quasiment pas d'université islamique en Arabie saoudite. La grande université, c'était Al-Azhar, c'est-à-dire en fait en Égypte. Donc on avait une capitale qui était capitale politique, religieuse, culturelle, tout ce que vous voulez. Or, c'est celle-là qu'on va désigner comme l'ennemi à abattre. Bon. Donc, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces régimes socialistes, en tout cas, se sont écroulés, soit par corruption, soit par guerre, soit par incapacité, si vous voulez, à moderniser la société arabe. Et donc, on est face à quelque chose où aujourd'hui, on découvre, parce que l'Arabie saoudite a présenté la propagation du salafisme comme un barrage contre le socialisme, je veux dire qu'encore une fois, je serais curieux de rencontrer les stratèges américains qui ont avalisé, si vous voulez, cette politique religieuse de l'Arabie saoudite. Salafisme ou wahhabisme? Alors la question, c'est cette ambiguïté, parce que quand vous regardez la constitution de l'Arabie saoudite, on vous parle de salafisme, on ne vous parle pas de wahhabisme.
l'histoire du wahhabisme est assez intéressante parce que au XVIIIe siècle, donc il y a un prédicateur musulman, Abd al-Wahhab, qui dit, mais en fait, le seul véritable islam, c'est le nôtre, parce que partout ailleurs, il s'est perverti au contact du monde extérieur. D'ailleurs, le sultan à l'époque est un sultan ottoman. Et donc, il dit, non, l'islam véritable, c'est nous. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait pour justifier ça? Il dit justement, le seul véritable islam, c'est celui des salafs, c'est-à-dire les compagnons du prophète. Bon. Et donc, dans la constitution saoudienne, on parle de salafisme, on ne parle pas de wahhabisme. Donc, si on parle de wahhabisme, c'est uniquement parce que c'est une perversion du langage pour dire non, mais attendez, c'est pas pareil. Bon, si ça, c'est pas pareil au salafisme, je dois dire que je ne comprends pas bien la chose. Donc, à partir de ce moment-là, va commencer une diplomatie religieuse dans beaucoup de pays arabes, si vous voulez. Encore une fois, à cause de cet échec de ces socialismes arabes, de leur incapacité à moderniser, etc., ils vont réussir à diffuser. Alors, par exemple, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils vont donc simultanément créer une université islamique à Médine, qui va évidemment, ils vont utiliser le pèlerinage aussi comme un élément d'influence extrêmement important, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont, avec cette université islamique de Médine, créer une politique d'invitation et de formation, dans lesquelles vont passer un certain nombre d'imams qui ensuite... Alors ce qui est rigolo, c'est que dans leur bourse ou dans leur mandat, ils ont droit à une bourse, ce qu'ils n'ont pas à Al-Azhar, donc ça fait quand même une différence assez importante. Mais par contre, ils ont l'obligation de retourner dans leur pays et de faire de la prédication. Bon. Donc, il n'est pas question qu'ils demandent le séjour, hein, je vous rassure, en Arabie Saoudite. Ça, c'était exclu. C'est-à-dire que véritablement, vous aviez une vocation exactement comme Moscou, avec l'université à Moscou. Vous alliez là-bas faire votre formation et vous deviez repartir faire de la prédication. Donc, on se retrouve effectivement avec l'envoi d'un certain nombre de disciples, d'élèves de l'université islamique de Médine, qui vont en particulier en Arabie Saoudite, en Algérie, avoir cette politique extraordinaire de dénonciation du régime, et puis finalement vont être responsables de ces 10 ans de guerre civile effroyable qu'a connue l'Algérie, qui a quand même fait une centaine de milliers de morts. Bon. Donc on avait quelque chose, si vous voulez, dont la logique, encore une fois, était anti-socialisme arabe. Et ça, c'est fascinant, parce qu'on se dit quand même, vous vous rendez compte de la responsabilité de cette erreur stratégique. Alors, la question, c'est de savoir comment l'Arabie Saoudite fait ça, son lobbying, parce qu'on arrivait, quand il y a les attentats du 11 septembre, à ce qui est 15 Saoudiens sur 19, et qu'en janvier 2002, George Bush accuse l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, vous voyez la tête des Nord-Coréens quand ils apprennent qu'ils sont responsables des attentats du 11 septembre, quand même. Bon. Mais cette espèce de mensonge est d'autant plus étonnant que vous allez ensuite avoir, après l'invasion de l'Afghanistan, la justification de l'invasion de l'Irak, encore une fois construite sur un mensonge. Rappelez-vous cette séance incroyable de l'Assemblée générale de l'ONU, où Colin Powell, avec sa petite fiole, là, est en train de montrer qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. J'ai la preuve avec moi. Bon, si c'était vraiment la preuve et qu'il avait cassé à l'Assemblée générale de l'ONU, on aurait rigolé. Mais vous voyez, c'est pour vous dire qu'il y a eu toute une manipulation construite, mensongère, etc., et ça renvoie à quelque chose, si vous voulez, sur lequel on n'a pas fait vraiment d'analyse, c'est-à-dire l'influence de ces lobbies néoconservateurs et néo-évangéliques aux États-Unis pour justifier une politique belliciste, essentiellement à l'encontre du monde arabe. Bon. Et évidemment, dans ce monde arabe, encore une fois, ce sont les leaders hérités du socialisme arabe qui sont encore les plus anti-israéliens, qui vont être principalement ciblés. Voilà. Donc après, l'enchaînement, vous le connaissez, la guerre d'Irak, l'invasion de l'Afghanistan, la guerre d'Irak, etc., etc. Oui. J'aimerais vous faire réagir sur et encore une fois, je suis sur la perception des journalistes, la perception du grand public de ce monde arabo-musulman. Et j'aimerais vous faire réagir à cet article du Figaro. Est-ce que vous pouvez la commenter, cette photo? Alors, ça, c'est au moment de l'invasion soviétique en Afghanistan, c'est ça? Oui. Oui, alors, on est sur une mythologie qui est assez intéressante. Parce que 79, il faut se rendre compte du contexte international. En 79, il y a eu la révolution en Iran. Donc, il y a quelque chose que les Américains ne comprennent pas. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait avec le Shah, c'était évident, la modernisation du pays, etc. Bon. Il y a l'invasion de l'Afghanistan par les Russes. Et donc, et les Américains sont toujours un peu embourbés, si vous voulez, dans des restes de leur politique à droite et à gauche. Donc les Russes prennent l'idée, saisissent l'occasion de se dire, ben tiens, l'Afghanistan, c'est le ventre mou du système. Et probablement, comme George Bush l'a été à propos de l'Irak, à l'époque, c'était Gorbatchev, non pas Gorbatchev, c'était le prédécesseur de Gorbatchev. On lui a probablement eu des conseillers autour de lui qui lui ont dit, l'Afghanistan, vous inquiétez pas, chef, on va vous faire ça vite fait.
Et donc, ils ont déclenché, après une espèce de pseudo-changement de régime, hein, avec un mec qu'ils avaient mis en place, mais qui visiblement n'arrivait pas à gérer la situation. Donc, ils font cette invasion, ils en remettent un nouveau, etc. etc. Bon. Donc, ça fascine tout le monde parce qu'on se dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe, l'Afghanistan bon. Alors, on va construire une mythologie qui est assez importante parce que s'il y a un pays arriéré dans le monde, il faut bien reconnaître que c'est l'Afghanistan. Moi, j'y étais allé avant l'invasion. Pourquoi arriéré? Arriéré dans le sens où, si vous voulez, on n'avait aucun des critères qui pourraient présenter la résistance afghane comme une résistance des pays de la liberté. C'était un pays dans lequel les femmes étaient totalement couvertes. Hein. Je veux dire, le tchadri afghan, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est une broderie sur les yeux. Le reste, invisible. Bon. La femme adultère punie par des lapidations, enfin, on avait tout, tous les critères. Bon. Or, l'invasion soviétique, si on était dans le contexte de l'époque, on se disait, oui, mais attention, le communisme, c'est quand même plus moderne, si vous voulez, que ce régime traditionnel. Donc, il fallait construire une mythologie pour justifier l'aide à ces gens qui étaient quand même, encore une fois, je le répète, des gens extrêmement arriérés. L'Afghanistan avait été tenu à l'écart de toutes les colonisations parce que, justement, c'était une zone tampon entre l'Empire perse, l'Empire russe, l'Empire tsariste et l'Empire indien. Donc, on était dans quelque chose, si vous voulez, où on se disait, bon, après tout... laissons cet état tampon, comme il y en a d'autres sur la planète. Et l'invasion russe, tout à coup, pose pas mal de problèmes. Alors, ce qu'aucun des stratèges, aussi bien à Moscou qu'ensuite à Washington, n'avait compris, ou même à Londres, au fin du XIXe siècle, c'est que justement, comme l'Afghanistan, c'est une zone de confins, c'est-à-dire une zone où se sont réfugiées toutes les populations qui étaient pourchassées par ces fameux empires qui entourent le pays. En Afghanistan, chaque ethnie réfugiée a sa vallée. Et donc, si vous êtes dans une vallée, vous passez dans la vallée à côté, vous avez une autre ethnie, enfin je caricature si vous voulez, mais il y a une multiplicité d'identités, et donc la capitale ne représente rien. Donc vous pouvez facilement prendre la capitale. Le problème, c'est que même si vous prenez la capitale, vous ne tenez rien. Bon. Et même s'il y a des ethnies majoritaires, on n'est quand même pas dans un système, si vous voulez, système français. Bon. Et donc, les Anglais s'y étaient cassés les dents au XIXe siècle. Ils étaient tombés dans une embuscade qui leur a coûté très très cher, justement parce qu'ils pensaient que ce serait facile. Les Russes ont fait en 1979 la prise de la capitale, mais très vite, ils se sont rendus compte qu'ils ne tenaient pas le pays. Et évidemment, très vite, on a constaté que les troupes russes étaient effectivement restées dans leur cantonnement, n'avaient pas envie de sortir, etc. Mais pour nous, aller défendre une société aussi arriérée que l'était l'Afghanistan, il fallait construire une mythologie. Et donc, vous avez eu, comme vous l'avez sur cette affiche, vous avez la mythologie des combattants de la liberté. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, c'est bon, on y va les gars, on va les aider. Et c'est vrai qu'on les a aidés, mais on les a aidés à quelque chose dont on se rend compte, même après l'invasion russe et après l'invasion américaine qui a duré 20 ans, que ce sont les talibans qui reviennent au pouvoir. Et donc, il y a visiblement quelque chose, une petite case qui manque dans la tête des stratèges occidentaux, c'est de mesurer que l'Afghanistan est un pays arriéré et musulman. Et donc, on n'a pas faire ce qu'on veut, d'y libérer la femme afghane, tout ce que vous voulez. Vous n'avez de toute façon une identité qui est extrêmement résistante et sur laquelle on ne peut pas agir. Je vous en prends un exemple. Comme l'invasion américaine calait un peu, parce qu'on se disait quand même, c'est vrai, on occupe, mais enfin, visiblement, il n'y a pas de résultat, on avait inventé cette mythologie de la libération de la femme afghane, qui était tout à fait légitime et justiciable. Simplement, quand vous dites à un Afghan que vous allez libérer sa femme et sa fille, vous en faites un taliban. Parce que pour lui, comment peut-il imaginer que sa femme et sa fille sont opprimées ? Ce sont des femmes. Dans quelle mesure cette volonté américaine de libérer la femme afghane ne s'inscrit-elle pas dans une logique d'ingérence ou d'ethnocentrisme ? Oui, oui. Écoutez, vous savez, occidentaux, on a, depuis le XVIe siècle, si vous voulez, grosso modo, une fonction de conquête, d'expansion territoriale et finalement d'influence sur le jeu de la planète. Donc, penser que la Terre est plate et qu'on en est le centre, si vous voulez, c'est une composante de tous les stratèges occidentaux. Et donc, on se dit, ce qui se passe chez nous, c'est bien, donc ça doit se passer, c'est les autres. Regardez aujourd'hui le débat sur LGBTQ. Allez expliquer aux Saoudiens qu'il faut que les transgenres aient un statut. D'abord, je ne sais pas combien il y a de transgenres en Arabie Saoudite, mais je veux dire l'idée que, si vous voulez, notre modèle est le modèle qui doit s'universaliser à travers notre jeu d'influence. Vous dites, mais attendez, de quel droit et sur quelle base? Et encore une fois, arriver de l'étranger, la plupart du temps, c'est le meilleur moyen pour faire refuser une cause, quelle que soit sa légitimité. Donc, cette espèce de prétention intellectuelle qui est celle des Occidentaux à penser qu'ils sont
la norme, si vous voulez, des droits de l'homme et de la bonne justice sur la planète, c'est extrêmement intéressant. Regardez, en 1948, on adopte la Charte internationale des droits de l'homme à l'ONU. Grand succès, on sort de la guerre, enfin bref, il fallait un organisme international qui ne connaisse pas les échecs de la SDN. On adopte la Charte internationale des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on a la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux grandes puissances coloniales de la planète, la Chine, la Russie de Staline, les États-Unis de Truman, qui était un pays ségrégationniste et raciste, et la Chine de Chiang Kai-shek. Donc du genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On est très très fort pour ça. Vous voyez. Donc on continue sur cette lignée. C'est-à-dire qu'encore une fois, la norme, c'est nous qui la définition. Et à partir de ce moment-là, on va essayer d'expliquer aux autres, que ce soit d'ailleurs le monde arabo-musulman ou le monde asiatique, qu'ils doivent se plier à nos normes s'ils veulent être reconnus comme statut. Regardez le cas par exemple du Tibet, des Ouïghours par exemple. Les Ouïghours, vous savez, aujourd'hui, c'est la grande cause. Les Chinois persécutent les Ouïghours dans le Xinjiang. Rappelez-nous ce que sont les... Oui. Alors, l'Empire chinois est comme l'Empire russe, un empire d'expansion coloniale territoriale, dans la continuité territoriale. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le noyau Han, si vous voulez, qui est le noyau proprement chinois, si vous voulez, l'expansion coloniale s'est faite en partie vers l'Est. Et donc, ils ont conquis une partie de cette Asie centrale, dans cette région qui s'appelle le Xinjiang, c'est-à-dire en fait l'Ouest lointain, le Far West, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, vous avez là des populations qui s'appellent les populations ouïghours, qui sont plutôt rattachées à d'autres grandes familles linguistiques d'Asie centrale. Mais enfin, depuis quelques années, donc, les Ouïghours bougent, les Ouïghours s'insurgent, les Ouïghours demandent des statuts, etc. Mais une des manières de se manifester pour les Ouïghours, alors vous avez un régime dictatorial qui est le régime chinois et vous avez une lutte de libération nationale des Ouïghours. Bon. Les Ouïghours font des attentats sur la place Tiananmen. Or, on est après le 11 septembre, c'est-à-dire après qu'on ait déclenché la guerre globale contre le terrorisme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du bon terrorisme et du mauvais terrorisme? Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas condamner les Ouïghours en leur disant non, non, vous n'avez pas le droit. On est dans des logiques où, si vous voulez, la globalisation qu'on a voulu, nous, occidentaux, en pensant que nous étions la norme et que nous allions définir la règle de fonctionnement de la planète, notamment après le 11 septembre avec cette guerre globale contre le terrorisme, ça ne va pas. Je veux dire, le terrorisme, c'est un mode d'action, ce n'est pas un ennemi. Donc, vous voyez, toutes ces erreurs-là sont des erreurs étonnantes dans des régimes où il y a un débat démocratique, etc. etc. Mais enfin, j'en conclus, si vous voulez, sur un constat que vous connaissez comme moi, c'est qu'aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine, on veut appliquer un embargo planétaire contre la Russie. Simplement, si vous regardez le nombre de pays qui ont voté contre l'invasion et les pays qui ont voté pour l'application des sanctions, il vous en manque une cinquantaine de pays qui disent « mais nous n'avons aucune raison d'appliquer les sanctions ». C'est les 2/3 de l'humanité, donc ce n'est pas grand-chose. Les 2/3 de l'humanité et de gens qui vous disent « mais attendez, ça c'est votre guerre. Vous avez suffisamment fait d'interventions partout pour que maintenant vous vous débrouillez tout seul ». Donc voilà, on est dans cet état de bouleversement géopolitique qui est assez intéressant. Si on devait faire le bilan de 30 ans d'interventionnisme euro-atlantique dans ces pays arabes, on a le Koweït, on a l'Irak, on a l'Afghanistan, on a la Libye. C'est un échec cuisant? Ça, je ne sais pas comment l'Occident est perçu, puisque vous avez cette double image, si vous voulez, où l'Occident, ça reste la zone de migration. Quand on va aller chercher du boulot, c'est quand même là que... Oui, mais les Saoudiens ne vont pas chercher du boulot en France. Non, non, je suis d'accord, mais je veux dire, voilà, vous me parlez du monde arabo-musulman. Et en même temps, c'est le grand acteur qui veut se permettre de faire de la police absolument partout. La liste que vous avez dressée est assez impressionnante. C'est-à-dire que quand vous avez les Russes qui envahissent l'Ukraine, on dit, regardez, c'est inadmissible, c'est scandaleux, il y a des crimes contre l'humanité, etc. Il ne faut pas faire passer Poutine dans la Cour pénale internationale. Et quand vous leur dites, oui, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours George Bush dans la salle d'attente. Ah non, 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 ça, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire cette bonne conscience de l'interventionnisme occidental, et malgré la liste que vous avez donnée, il imprègne toutes les instances dirigeantes. Bon. Donc, à l'égard du monde arabe, on continue dans une attitude de, comment dire, où l'objet monde arabe est un sujet de la vie internationale. Alors, vous avez vu comment on s'en est sorti, c'est-à-dire que invasion de l'Afghanistan, soi-disant parce que Ben Laden était d'ailleurs réfugié. Alors, reprenons le fil conducteur, parce qu'il est beaucoup plus intéressant. Vous avez raison d'évoquer, de recommencer à partir du Koweït. Bon, Koweït, vous vous souvenez, Saddam Hussein a fait la guerre contre l'Iran, et nous, occidentaux, on a soutenu l'agresseur contre l'agressé. Ne me posez pas de questions, parce que ce serait très gênant, si vous voulez, de remonter là-dessus. On a fourni des armes à Saddam Hussein, qui était l'agresseur, qui avait fait le tour des capitales occidentales pour leur dire, à l'époque de la révolution iranienne, ne vous inquiétez pas, moi je vais m'en occuper, je vais leur faire la guerre, ça va les affaiblir, etc.
nos exportateurs d'armement se sont dit, bon, l'Irak, c'est un bon client. Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, avec tout ce qu'on va lui fournir, ça devrait se faire assez vite. Cette guerre était un véritable scandale. Véritable scandale parce que, encore une fois, on a mis sous embargo l'agressé. Alors, il y avait eu l'affaire des otages, l'ambassade, etc. Mais enfin, je veux dire, c'est futile à côté de cette guerre qui allait faire 800 000 morts quand même en Iran. Hein. Donc, 2 fois la durée de la guerre de 14, 800 000 morts, des jeunes qu'on faisait partir devant pour marcher sur les champs de mines parce qu'il n'y avait pas de détecteur de mines, etc. Bon. Donc, ce martyrologue de l'identité iranienne est absolument essentiel à comprendre. Or, manque de chance, l'Irak ne l'emporte pas. Et quand vous financez un type qui est en train de perdre la guerre, vous êtes obligé de lui fournir des armes parce que sinon il va perdre encore plus. Bon. Et donc on va s'engager dans une fourniture d'armement à l'égard de l'Irak qui va nous coûter à peu près 40 milliards de francs puisque finalement au bout d'un certain temps, Saddam disait si vous ne me fournissez pas les armes, je vais perdre. Donc vous voyez, on avait cette espèce de logique perverse. Bon. Deuxième épisode, celui que vous évoquez, bon, comme les pays du Golfe avaient financé sa guerre et qu'ils ne pouvaient pas les rembourser, il leur a fait comprendre qu'il était lui la puissance armée qui les avait protégés, et donc il va envahir le Koweït. Je rappelle quand même que le Koweït, c'était la 19e province de l'Irak, séparée du Koweït par la colonisation britannique. Il faut toujours rappeler ces petits épisodes, si vous voulez, parce que c'est quand même très rigolo à rappeler. Donc le Koweït est envahi, et alors là, vous avez une transformation qui est assez intéressante, c'est que cette première guerre du Golfe va être la première guerre totalement télévisée. On donne 6 mois de préavis. Alors, mobilisation internationale pour aller défendre cette grande démocratie qui est le Koweït, mobilisation internationale, et évidemment, les troupes qui vont préparer la guerre s'installent en Arabie Saoudite. C'est-à-dire vous avez 150 000 hommes, notamment des Américains, qui vont s'installer en Arabie Saoudite avec des femmes qui conduisent des jeeps, qui tapent sur la gueule de la police religieuse saoudienne quand on vient les embêter. Enfin bref, un choc traumatique très important. Or, quand justement les Irakiens envahissent le Koweït, Ben Laden dit « Mais attendez, moi je peux vous aider, moi j'ai des troupes en Afghanistan, je peux libérer le pays, etc. » plutôt que d'appeler des mécréants. Le roi leur dit « Attendez, on parle entre gens sérieux, on va s'adresser aux Américains. » Donc arrive, si vous voulez, cette extraordinaire armée d'invasion. Deuxième chose, c'est un scénario de la guerre. On dit aux Irakiens « Vous avez 6 mois pour vous retirer. » Bon, à partir de ce moment-là, toutes les chaînes de télévision de la planète viennent s'installer à la frontière et tous les jours, il fallait fournir de l'information. Alors pour nous, ça s'est traduit par la naissance de la 5 à l'époque, et puis surtout sur le plan planétaire, ça s'est traduit par la création de CNN. C'est-à-dire que tous les jours, il suffisait d'allumer, puis on disait qu'est-ce qui se passe au Koweït, etc. Mais enfin, 6 mois, c'est long à tenir quand même. Bon. Et donc, quand l'offensive va se déclencher, on se dit « Ah, enfin, tout le monde est prêt ». Le problème, c'est que la guerre se termine en 120 heures, c'est-à-dire en 5 jours. Donc ça a coûté un fric absolument inimaginable à toutes ces chaînes de télé, parce que, encore une fois, il fallait un spectacle. Or, ce spectacle s'est fait très très vite, en 120 heures, et donc au bout d'un certain temps, en pli bagage, il faut rentrer. Donc vous avez la caractéristique de ce qu'on connaît depuis, c'est-à-dire les crises internationales et les guerres sont devenues des spectacles audiovisuels. Ce sont des spectacles audiovisuels qu'on peut suivre en continu avec l'apparition justement de cette notion de chaîne d'infos en continu. Bon, vous savez qu'aujourd'hui en France, on en a 5 quand même des chaînes d'infos en continu. Et donc ça veut dire qu'on est censé faire croire aux téléspectateurs que tous les jours, on va lui apporter une information. Et quand on n'a pas le moyen de lui fournir une information, on va lui fournir du débat. Donc vous voyez par exemple une chaîne d'infos en continu, ça fait à peu près 12 à 15 minutes d'informations réelles, le reste étant du débat. Donc du débat, ça veut dire que vous avez autour de la table 4 à 5 personnes, qu'en général vous renouvelez, donc il faut que vous fassiez venir qui spécialise de ci, qui spécialise de ça, etc. etc. Et donc, c'est ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire tous ces gens qui viennent sur les plateaux télé pour dire oui, mais la guerre se déroule comme ça, mais oui, il faut faire ci. Vous pensez à qui? Pardon? Vous connaissez ça? Je pense à tout un ensemble. Il n'y a pas que BHL et Adler, je veux dire, il faut le voir comme une totalité. J'en fais partie, hein. J'en fais partie, c'est-à-dire que de temps en temps, on me téléphone en me disant il y a eu un coup de fil tiré à Clignancourt, venez nous dire ce que vous en savez. Je ne sais pas si un mec a tiré sur sa femme ou s'il s'est blessé en nettoyant son arme, il n'y a rien à dire. Mais ça fait rien. L'urgence de l'information, c'est nous sommes les premiers à pouvoir vous dire quelque chose là-dessus, même si vous n'avez rien à dire. Et donc vous avez des débats, si vous voulez, qui sont régulièrement organisés, qui vont entretenir cette espèce d'émulsion que constitue la pseudo-connaissance. Alors, 2 faits sociologiques qui vont probablement vous intéresser. La première, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, donc, c'est la première guerre sur le territoire des États-Unis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la guerre de sécession s'est terminée depuis longtemps, il n'y a plus d'anciens combattants de la guerre de sécession, et toutes les 2 guerres mondiales n'ont jamais touché les États-Unis. Or là, pour la première fois, il y a une agression qui se passe sur New York, sur les symboles mêmes du capitalisme américain, etc.
Donc, et filmé en direct. Là aussi, je reviens sur cette idée. Et donc, vous avez un traumatisme dans la société américaine qui est tellement fort qu'une société qui est secouée par ça a deux postures. C'est pourquoi nous? Pourquoi est-ce que nous, qui sommes le pays de la paix, de la gentillesse et tout ce que vous voulez? Ou alors, et dans ce cas-là, il faut chercher pourquoi on aurait une responsabilité. Ou alors sont apparus à ce moment-là les psys qui ont dit non, non, mais vous inquiétez pas, vous êtes les gentils et les bons, c'est l'autre qui est fou. C'est-à-dire qu'on a une mécanique, si vous voulez, de justification psychiatrique de l'attitude de l'autre, qui ne peut être qu'un individu anormal, méchant et tout ce qu'on veut. C'est ce qu'on fait avec Poutine. Aujourd'hui, vous remarquez que tout le monde, vous avez un certain nombre de psychanalystes, de psychiatres, etc., qui vous diagnostiquent Poutine, alors que Freud s'est toujours opposé à ce qu'on diagnostique un type qu'on ne rencontrait pas. Mais l'appel médiatique est tel que vous avez effectivement des gens qui viennent vous expliquer comment Poutine, tout petit, il était giflé par son père, sa mère, c'est tout ce que vous voulez. Vous avez des choses absolument extraordinaires qui sont dites sur lui. Et donc, on est sur quelque chose où, encore une fois, la diabolisation de l'autre ou éventuellement la psychiatrisation de l'autre, si vous voulez, va vous fournir la bonne raison. Et donc, ça nous évite de se demander de manière équilibrée, si vous voulez, sur le pourquoi d'une guerre, d'un conflit, etc. Parce qu'en général, pour faire une guerre, il faut être deux. Vous savez, Desproges avait une définition que j'aime beaucoup. Il disait « l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui ». Vous voyez cette ambiguïté, c'est-à-dire nous sommes la juste et on est agressé, donc voilà. Donc on est dans cette situation où ce complexe militaro-intellectuel est composé de gens dont le cercle s'élargit, si vous voulez, de plus en plus, parce que accéder à un plateau télé, ça devient donc une espèce de recherche de notoriété. Et ce n'est plus la connaissance du sujet qui fait l'expert, c'est l'apparition sur le plateau télé qui fait l'expert. Oui, bon, voilà, donc c'est quelques points, si vous voulez, qui sont importants à comprendre. Prenons une intervention, celle des États-Unis en Irak. Pourriez-vous me retracer la chaîne des causalités entre cette intervention militaire en Irak et la création de Daesh? Absolument. Les conséquences du 11 septembre sont un séisme géopolitique absolument extraordinaire. D'abord parce qu'encore une fois, on refuse d'accuser l'ennemi principal. Deuxième chose, parce qu'on justifie une guerre en Irak sur des mensonges. Rappelez-vous ce scénario incroyable où Colin Powell a brandi sa petite fiole à l'Assemblée générale de l'ONU en disant « Nous avons les preuves des armes de destruction massive faites par les Irakiens », qui en avaient fait. Mais après la guerre du Golfe, on avait imposé des contrôles et toutes les instances internationales de contrôle des armes de destruction massive étaient toutes à dire non, il n'y a plus rien. Le nucléaire, ce sont des installations lourdes, elles ont toutes été démantelées, donc ce n'est pas question de raconter qui peut construire une arme nucléaire. Pour le bactériologique, c'est plus compliqué parce que ça se fait dans des milieux hospitaliers, donc le contrôle n'est pas toujours difficile. Par contre, les industries chimiques, ça c'est pareil, c'est de l'industrie lourde, donc on peut contrôler. Mais tout le monde disait non, les inspections sont finies, il n'y a plus rien. Il faut donc convaincre, et donc il y a ce scénario, cet incroyable épisode devant l'Assemblée générale de l'ONU pour expliquer que la guerre est légitime. L'explication intérieure américaine est intéressante parce que des gens disent « Oui, mais attendez, George Bush, il y avait la réélection qui se pointait. » Or, Colin Powell, qui était le grand vainqueur de la guerre du Golfe, apparaissait comme le candidat... Donc là, c'est fini, le type était sabré, il disparaissait de la scène politique américaine. Encore une fois, on raisonne à partir des États-Unis, on ne raisonne pas sur le sujet. Et donc, vous allez avoir un espèce d'enchaînement qui va être effrayant. Première chose, invasion de l'Afghanistan. Ensuite, vous avez ce déclenchement de cette guerre d'Irak, qui est une des guerres les plus ignobles et les plus inadmissibles. Et rappelez-vous que Chirac refuse d'y aller. Moi, j'étais aux États-Unis quand, justement... c'était, je crois, 1 an ou 2 ans après, personne n'a reconnu à Chirac cette honnêteté, non, c'est quand Chirac est mort, personne n'a reconnu à Chirac cette honnêteté d'avoir mis en garde. Et ces deux successeurs vont se précipiter pour aller prendre la route des Américains. Et vous avez tout à la fois un socialiste et un républicain qui vont exactement faire la bêtise que Chirac avait réussi à éviter. Bon. Et donc là, vous êtes en droit de vous poser une question, c'est-à-dire, est-ce que finalement la France est restée gaulienne avec cette indépendance que Chirac avait traduite, ou est-ce que la France est devenue une espèce d'appendice de la diplomatie américaine, avec des gens qui ont une caractéristique, c'est qu'ils n'ont aucune expérience internationale. Chirac était un type, il était parti étudiant, il travaillait aux États-Unis par exemple. Bon. Hollande, il était président du Conseil général de la Corrèze. Vous voulez que je vous le répète doucement?
Il était président du Conseil général de la Corrèze. C'est bien la Sarko- Corrèze, Pierre. Ben oui, c'est sûr, mais enfin, si vous voulez, quand vous expliquez aux Irakiens la Corrèze, ils ont du mal à comprendre. Et Sarkozy, lui, c'était un américanophile absolu. Et donc, on va arriver à cette catastrophe incroyable que Daesh, qui va naître de cette intervention en Irak, avec les effets induits en Syrie, va choisir comme cible de ses attentats ce qui est le plus accessible pour lui, c'est-à-dire les Occidentaux, les Européens. Il n'y a pas eu d'attentat de Daesh aux États-Unis. Donc la responsabilité de nos hommes politiques dans ce qui se va se passer en France, 2015 quand même, en janvier 2015, c'est le début des attentats, vous avez quelque chose qui est assez dramatique, parce que la responsabilité de ces gens-là est gigantesque. Alors, moi je vis Pardon, je suis désolé. Je vis à cette époque-là un épisode très rigolo, enfin, si je puis dire. En 2014, donc avant la vague d'attentats, je fais pour une fondation privée qui s'appelle la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme un rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Parce que je trouvais qu'effectivement, on laissait mûrir une espèce de radicalisation en France, mais le tout enveloppé dans un débat sur le thème, il ne faut pas stigmatiser, machin. Janvier 2015, les premiers attentats, etc. Donc je suis invité par un organisme qui s'appelle la Commission consultative des droits de l'homme qui siège à Matignon auprès du Premier ministre. La Commission consultative des droits de l'homme, donc, c'est les gardiens du temple. C'est les gens qui sont là, attendez, pour vous dire, attention, vous êtes en train de porter atteinte aux droits de l'homme. Et ils me disent, oui, on vous a invité parce que vous êtes le seul à avoir fait un rapport sur la contre-radicalisation. Je leur dis, non, c'est pas vrai, il y a un rapport qui a été demandé à un préfet, mais il est classé secret défense, ce qui est quand même une drôle de manière de commencer un débat public sur un sujet comme celui-là. D'ailleurs, ce n'est pas la peine de le demander, moi je l'ai lu, il n'y a rien dedans. Comment voulez-vous qu'un préfet critique la politique officielle du gouvernement? Bref. Et donc je leur dis, moi il y a deux choses auxquelles j'ai insisté dans mon rapport et qui me paraissaient des transformations importantes. Le problème, c'est le droit d'asile. Le droit d'asile ne doit pas être réservé simplement à des gens qui sont persécutés, mais à des gens qui sont persécutés parce qu'ils défendent les principes démocratiques. Exemple vécu malheureusement de manière dramatique en France, la famille Anzorov, c'est-à-dire la famille du jeune type qui a décapité Samuel Paty, c'est des Tchétchènes. On s'est dit, ouais, mais les Tchétchènes, les pauvres, ils sont massacrés par les Russes, etc., etc. Or, quand le gosse décapite Samuel Paty alors qu'il n'était pas un de ses élèves, qui s'était radicalisé, il est arrivé à l'âge de 2 ans, donc il s'était radicalisé dans sa famille, quand il va être abattu par la police, sa famille va le féliciter pour le geste qu'il a fait, et la famille va se barrer pour retourner en Tchétchénie. Alors j'ai demandé qu'est-ce que contenait le dossier d'admission comme réfugié politique de la famille Anzorov. Vous voyez pourquoi j'insiste sur ce point. Et le deuxième point, c'était le débat qu'avait ouvert Hollande sur la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité existe dans le Code civil pour 2 raisons, trafic de drogue, et puis pour les gens qui ont pris les armes contre l'armée française. C'est-à-dire qu'on pouvait transformer et rajouter à ces conditions-là, par simple mesure législative, le fait d'être condamné, déchu de sa nationalité pour fait de terrorisme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on disait pour la drogue, ouais, ça c'est grave. Le terrorisme, c'est pas grave, on peut essayer de comprendre. Je veux dire, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans la tête de ces droits de l'homiste? Oui, mais concrètement, la France refuse de faire des apatrides. Non, attention, ça ne peut concerner que les binationaux. Pas les. Non. De ce côté-là, il n'y avait aucun doute, c'est-à-dire c'était le déchoir de l'autre nationalité des gens qui étaient binationaux, pas des Français, bien évidemment. Et alors, je me trouve en face de gens, mais qui étaient incroyables. C'était des plantes en pot. J'avais l'impression d'être sous serre, si vous voulez. Le monde extérieur n'avait pas d'importance. Donc, il y a je crois que c'est la fille d'Amnesty qui me dit, mais monsieur, nous sommes opposés au débat sur la déchéance de nationalité parce que nous avons pensé aux Franco-Algériens. Je dis, écoutez, je ne sais pas si c'est ça qui vous gênait. Moi, je peux vous fournir une liste de gens qui ne sont pas algériens, qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Vous pouvez remplir la moitié du Stade de France. Donc, pourquoi vous avez, au principe, sous prétexte que vous voulez défendre une communauté particulière? Je les avais tellement secoués qu'à la fin, ils me disent, mais monsieur, on ne comprend pas qu'avec les fonctions que vous avez occupées, vous ayez ces positions. Je leur ai dit, mais c'est parce que j'ai occupé ces fonctions-là que j'ai ces positions. C'est eux qu'ils doivent sortir, c'est pas moi. Donc, vous voyez, on est dans un système, si vous voulez, encore une fois, où la légitimité des droits de l'homme est une espèce de principe dans lesquels on doit toujours faire ressortir que la France est le pays des droits de l'homme. Une fois, je me suis amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet. C'est-à-dire la France, France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pays des droits de l'homme, ne peut pas, etc., etc.
Il n'y avait pas précisé ni la crise ni le moment, si vous voulez, donc c'était vierge, c'était disponible, vous pouviez le mettre dans n'importe quel contexte. Mais parce qu'il y a cette mythologie française, si vous voulez, qui fait que, encore une fois, on était comme si on était les gardiens du temple, même si nous-mêmes, on a été la deuxième puissance coloniale de la planète, quand même. Est-ce vraiment crédible? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'effectivement, on n'est plus crédible. Mais cela dit, on baigne dans notre jus. Hein. Oui. On baigne dans notre jus. Si vous vous dites, oui, mais attention, vous vous rendez compte, les ONG s'opposent à ci, s'opposent à ça, etc. etc. Donc, regardez le cas des OQTF, vous savez, les obligations de quitter le territoire français. Donc, prononcées par le juge pour un délit, peu importe, etc. etc. Voilà. Le type qui est condamné à une OQTF est obligé à 30 jours, je crois, pour quitter le territoire, etc. Pour pouvoir l'expulser s'il ne l'applique pas volontairement, il faut obtenir du pays d'accueil ou du pays dont il vient un laissez-passer consulaire. Parce que le pays refuse, l'Algérie refuse de prendre ses ressortissants, bien vous les gardez, vous les gardez. Bon. Et donc on se retrouve dans cette situation caricaturale où un OQTF non expulsé, condamné, terroriste condamné, expulsé, inexpulsable puisqu'on n'a pas de voie de sortie, est entretenu par la République parce qu'à ce moment-là, on le loge dans une ville de banlieue, de province, tout ce que vous voulez, et il est logé, nourri, blanchi. Ça veut dire qu'on est dans cette situation paradoxale où si vous êtes un terroriste condamné, expulsé, inexpulsable, vous êtes entretenu alors qu'un SDF français ne l'est pas. Il n'a droit qu'au RSA. Vous voyez ce paradoxe de la dérive des droits de l'homme, dans laquelle il est facile. Alors après, moi, on va m'accuser, je ne sais pas quoi, mais enfin, peu importe. Je veux dire, moi, ce qui m'amuse, c'est la réalité, ce n'est pas l'idéologie. Si on devait faire un peu de prospective, comment vont évoluer les relations entre l'Occident et le monde arabe dans les prochaines années? Quand j'ai fait ce rapport à l'époque, en 2014, ce qui m'avait beaucoup frappé, parce qu'encore une fois, on était dans cette façon de percevoir le monde arabe à travers les salafistes, les terroristes. Et je me disais, mais nom de Dieu, la sociologie la plus évidente et qu'on ne constate pas, c'est l'intégration. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire un reportage sur quelqu'un comme vous en disant, ben oui, vous avez trouvé votre place ici, ben tant mieux. Ça n'intéresse pas. Par nature, une télé doit parler d'un train qui arrive en retard, pas d'un train qui arrive à l'heure. Or, j'avais autour de moi des universitaires, des avocats, des hommes politiques, des femmes d'affaires, tout ce que vous voulez, de gens qui trouvaient leur place dans cette société et qui donc étaient le véritable mouvement de fond. Or, la dimension médiatique faisait que de toute façon, bien évidemment, si un salafiste faisait un attentat quelque part, automatiquement, toute la vision de cette communauté passait à travers ce filtre. Donc, ça, c'est la première remarque, c'est-à-dire le fait qu'on est dans une phase d'apaisement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des banlieues dans lesquelles, effectivement, il y a une espèce d'encadrement idéologique, etc., etc. Mais je veux dire, renverser le discours en se disant ces gens-là ne sont qu'une partie d'une communauté qui est en voie d'intégration et dans laquelle souvent d'ailleurs ce sont les élites de cette communauté musulmane française qui sont menacées de mort. Parce qu'évidemment, ils sont la représentation physique de ce que les autres prétendent dénoncer. Deuxième chose, c'est la question de la politique extérieure. Et là, effectivement, la question de la politique extérieure, c'est beaucoup plus compliqué parce que moi, je trouve que ce qui frappe, si vous voulez, aujourd'hui, dans les évolutions internationales, et notamment dans les ressorts des politiques extérieures, toutes les grandes aires religieuses, aujourd'hui, sont frappées par la radicalisation religieuse. Alors, vous savez, dans les années 80, on disait, oui, il y a un retour du religieux, la crise du communisme, etc., etc. Mais en fait, si vous regardez l'évolution, bien évidemment, vous avez cette radicalisation du monde arabo-musulman avec l'expression du salafisme qui s'est manifestée avec Al-Qaïda, avec Daesh, etc., etc. Mais si vous faites la même recherche sur d'autres aires religieuses, aux États-Unis, vous avez les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, c'était une réaction anti-catholique, parce que, rappelez-vous, les pères fondateurs sont des protestants chassés d'Occident, et quand ils voient arriver à la fin du 19e siècle des Italiens, des Espagnols, des Sud-Américains, ils disent « mais ces gens-là ne sont pas de chez nous ». Et donc, vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle les réveils d'Azusa Street, qui sont une espèce de radicalisation qui va se développer progressivement et qui va donner ensuite ce qu'on appelle les néo-évangéliques, c'est-à-dire des gens qui sont, comment dire, des ressorts de la politique, notamment chez les républicains, et qui vont justifier la guerre d'Irak. Alors, ce qui est très intéressant sur la guerre d'Irak, c'est qu'ils vont la justifier pour des raisons religieuses. C'est-à-dire, ils vont dire, la constitution du Grand Israël est indispensable au retour du Messie. Donc, il faut faire la guerre contre le principal obstacle à Israël, c'est-à-dire Saddam Hussein.
côté catholique, donc côté juif, vous avez exactement la même évolution fin du 19e siècle avec un radicalisme religieux qui, lui, va continuer à violer tous les accords de paix passés avec les Palestiniens, qui continue à créer des colonies illégales dans les territoires occupés, qui continue à harceler les Palestiniens, etc. Mais, très difficile, si vous dites ça, vous êtes accusé d'antisémitisme. Ensuite, vous avez dans des endroits où vous ne vous y attendiez pas, chez les hindouistes, un radicalisme religieux qui est arrivé au pouvoir avec le Narendra Modi. Et la petite communauté musulmane en Inde, c'est 120 millions de personnes. Oui, donc ça fait... Quel est leur argumentaire? Ils disent, mais pendant 7 siècles, nous avons été opprimés par des musulmans, c'était les Moghols, etc. Donc maintenant, ces musulmans n'ont plus leur place dans cette société. Et donc, vous avez une politique de persécution. Et vous avez la même chose chez les bouddhistes. Donc les bouddhistes, ce n'est pas Mathieu Ricard et le Dalai Lama. Les radicaux bouddhistes, on l'a vu avec le film de Barbet Schroeder qui s'appelle Le Vénérable Viratu. Moi, je suis allé en Birmanie, j'ai été les voir. C'est absolument effrayant. C'est un discours de racisme et absolument incroyable. Et ils tapent sur une population musulmane qui s'appelle les Rohingyas. Et cette population musulmane, c'est une double victime parce que importés par les Anglais à l'époque de la colonisation britannique pour aller travailler sur les plantations de thé. Quand la Birmanie devient indépendante, les Birmans ils disent non, mais ces gens-là, ils ne sont pas de chez nous. Et donc, ils en font des apatrides. Ils ne veulent pas leur donner la nationalité birmane. Et depuis, vous avez effectivement des persécutions contre ces pauvres types qui sont encore une fois le bas de la société, qui sont obligés de se réfugier dans le delta au Bangladesh, qui les refusent en disant « mais vous n'êtes pas de chez nous ». Et donc vous avez un drame humain, si vous voulez, qui est d'une intensité absolument terrible, parce qu'encore une fois, là vous avez une population pour laquelle on n'a aucun moyen de pression. Donc on est face à ces radicalismes religieux, qui encore une fois touchent toute la planète. Et donc il faut les prendre comme une totalité, parce qu'ils sont des ressorts de la politique étrangère. On voit des photos de George Bush en train de prier avant un conseil des ministres avec tous ses ministres autour de lui. Vous imaginez la chose si en France, un président de la République imposait une prière avant le Conseil des ministres? Donc, on est face à une nouvelle caractéristique de la vie internationale pour laquelle c'est pas parce que les néo-évangéliques vont faire la guerre en Irak en bombardant avec des B-52 qui sont fondamentalement moins violents que les mecs qui font des attentats terroristes. La forme de la violence importe moins que la motivation. Encore une fois, le terrorisme, ce n'est pas un ennemi, c'est un mode d'action. Donc si vous dites on n'a pas le droit de bombarder, dans ce cas-là, vous êtes obligé de considérer que les néo-évangéliques, bien que vivant dans une démocratie, sont des individus dangereux. Voilà, donc bon, cela dit, si on me trouve assassiné dans une rue, comme ça, vous avez le problème, la police aura beaucoup de problèmes pour savoir par qui j'aurais été assassiné. Ce terme monde arabe, compte tenu de l'extrême hétérogénéité des pays qu'il compose, est-ce qu'il est obsolète? Il n'y a pas d'unité du monde arabe. Il n'y a pas. C'est-à-dire, quand vous utilisez ce concept, vous mettez dedans, si vous voulez, des choses qui sont des carottes et des courgettes. Entre les pays du Maghreb, qui ont une histoire à eux, qui ont des évolutions, des rapports bilatéraux entre le Maroc et l'Algérie, la position particulière de la Tunisie, etc. Que vous allez de l'autre côté d'un pays du Golfe, ou que vous allez dans le monde arabo-musulman en Asie du Sud-Est, en Malaisie ou en Indonésie, vous êtes sur des problématiques complètement différentes. Donc même s'il y a une identité musulmane commune, le concept arabe, encore une fois, s'arrête à l'Afghanistan, à l'Iran, etc. Bon. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce monde, il est aujourd'hui évidemment l'objet d'ingérences impérialistes, et ça, on les a suffisamment listés au cours de cette discussion, mais en plus, vous avez quelque chose qui prend naissance avec la révolution iranienne, qui est tout à coup cette fracture sunnite-chiite, qui reste aujourd'hui une espèce de véritable fracture interne interne au monde arabo-musulman. C'est-à-dire que si vous regardez la carte de la planète, vous avez des condamnations et des massacres interreligieux au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Bahreïn et même au Nigeria. C'est-à-dire que le monde arabo-musulman aujourd'hui est divisé par cette identité, ces deux identités religieuses, avec des massacres, avec des interdits, avec tout ce qu'on veut. En Iran aussi, à l'égard des sunnites. Et donc, le monde arabe devrait s'interroger sur ses propres divisions et sur les propres manières de résoudre ses propres problèmes. Mais quand vous arrivez dans une guerre, comme par exemple en Irak, on arrive avec une armée de libérateurs, vous le savez bien, c'était des djihadistes, etc. On fait éclater un pays qui était une construction artificielle, né de des accords après la Première Guerre mondiale, pays hétérogène. Vous avez remarqué que dans la région, c'est la seule région du monde avec l'Afrique où il y a des frontières qui sont des lignes droites. Bon. Dans un avec des angles droits.
Ouais, c'est ça. C'est parce qu'à l'époque, si vous voulez, sur une table, c'était plus simple. On prenait la règle, on dit là, ce sera l'Irak, là, ce sera la Syrie, là, ce sera la OF, là, ce sera la EF. Ben, ouais. Et donc, on est sur quelque chose qui était des constructions résultant d'actes impérialistes du début du XXe siècle, avec des identités qui étaient des identités difficiles, qui n'ont survécu souvent qu'avec un dictateur. C'est le cas de l'Irak. Bon. Et donc l'Irak est l'exemple même du pays où il y avait une majorité chiite, mais qui n'avait pas accès au pouvoir, puisque en fait Saddam Hussein gérait avec sa tribu, avec sa famille, etc. Donc tout à coup, on fait éclater le système. On fait éclater le système, encore une fois, parce que l'Irak n'avait aucun rapport avec les attentats du 11 septembre. Alors, si vous voulez, je peux le répéter doucement, Non, bien parce que sûr. c'est quand même extraordinaire. Bien sûr, quand on regarde en France comment sont prises les décisions géopolitiques, géostratégiques, la petite voix qui murmure à l'oreille de notre ministre des Affaires étrangères, on pense notamment au centre de recherche adossé au Quai d'Orsay, je pense notamment au CAPS. Oui, mais si vous voulez, le CAPS avait été créé donc par Michel Jaubert à une époque où on se disait il faut que, indépendamment des grandes structures qui vont diriger nos antennes extérieures, on puisse ouvrir la connaissance à des universitaires, à des choses comme ça. Donc c'était une belle idée. C'était une belle idée, mais évidemment, comme tous les systèmes, quand vous êtes raccroché à une matrice principale, vous ne pouvez pas quand même non plus écrire n'importe quoi. Donc vous avez autour de ça un certain nombre de think tanks universitaires, etc., politiques, qui eux-mêmes font ce même genre de travail. Mais on reste, si vous voulez, sur quelque chose dans laquelle le centre de la réflexion reste la France. Et donc, évidemment, ça va être les intérêts de la France, les moyens de la France, etc., etc. Et donc, avec une certaine incapacité à comprendre, si vous voulez, la motivation de la crise, de ses ressorts, et surtout de l'inutilité de l'action de la France sur cette crise. Parce que si vous expliquez dans un télégramme diplomatique, vous êtes ambassadeur au Guatemala et vous dites ici, tout le monde se fout de ce que la France pense, c'est pas la peine. Je veux dire, votre ministre, il vous rappelle immédiatement. Donc, vous êtes obligé de tenir un discours de la France, grande puissance, effectivement, que tout le monde attend, etc. Non. Il faut bien se rendre compte de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est devenu, on joue en seconde division, et cette seconde division, on a beaucoup de mal à l'accepter parce qu'on ne peut pas remonter en première division. On ne peut pas remonter parce qu'encore une fois, on a perdu ce ligne conducteur qui était le gaullisme. Ouais, je vous ai cité l'exemple de l'Irak, c'est fascinant de penser qu'on a pu avoir autour des présidents de la République des abrutis qui ont dit mais il faut absolument y aller, penser à nos intérêts avec les Américains. Et du côté des Américains, des abrutis qui disaient ah les Français, regardez, les traîtres. Donc voilà, c'est ça que j'ai connu. Moi, je n'ai pas connu l'Irak, si vous voulez, mais j'ai connu ce monde-là, qui est absolument fascinant, quoi. Fascinant de bêtises, pardon, excusez-moi. Hormis l'OTAN, quelle nouvelle alliance stratégique, partenariat stratégique, la France peut-elle nouer? Je crois que justement, bon, d'abord, il y a un premier cercle qui est l'Europe. L'Europe, c'est quand même quelque chose qui qui n'est pas une puissance stratégique. L'Europe, c'est une coalition, si vous voulez, de gens sur des systèmes de valeurs et qui, effectivement, ont leur logique de politique extérieure, mais en excluant, si vous voulez, le moyen militaire. Il n'y a pas d'Europe de la défense, ça n'existe pas, on essaye de la faire, mais enfin, ça ne marche pas, parce que, encore une fois, il y a l'ombre de l'OTAN et que beaucoup de pays ne veulent pas affaiblir ce qui reste de la guerre froide. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, vous avez là toute l'ambiguïté de la relation entre l'Europe et, par exemple, le monde russe. C'est que quand Gorbatchev dissout l'URSS, donc vous avez une quinzaine d'États qui vont naître, qui vont des États avec leurs caractéristiques, des mélanges de populations russes et des populations locales, qui elles-mêmes étaient colonisées pendant longtemps à l'époque soviétique, etc., etc. Donc, vous avez tout à coup un nouveau paysage géopolitique. Et deuxième caractéristique, tous les anciens pays satellites disent « Oh là là, nous, l'Europe, s'il vous plaît, mais l'OTAN surtout ». C'est-à-dire, on a vécu 50 ans de domination soviétique, donc nous voulons être sous le parapluie de l'OTAN. Donc on a cette ambiguïté entre Moscou qui dit « Nous, on dissout le pacte de Varsovie », et puis les Occidentaux qui disent « Non, non, l'OTAN continue ». Bon. Alors, l'origine de cette ambiguïté semble être la personnalité alcoolique de Poutine. C'est-à-dire que Poutine était un ivrogne. Eltsine, pardon. Eltsine était un ivrogne qui effectivement s'est satisfait de promesses orales qu'on lui a dit non, mais vous inquiétez pas, on est des gens de bonne composition et tout ce que vous voulez. Et en fait, il y a donc toute cette ambiguïté qui en même temps s'est fait par l'intégration de tous les anciens pays satellites qui vont rejoindre encore une fois une alliance militaire qui a refusé de se dissoudre. Première ambiguïté, évidemment, pour les Russes, c'est que l'époque Yeltsin, c'est une époque de déchéance économique, sociale absolument terrible. La Russie a subi ce que l'Allemagne a subi après la guerre de 14-18, c'est-à-dire tout à coup
l'écroulement de l'économie, la difficulté à vivre, la démonétisation de l'économie, etc., etc. Et donc, vous allez avoir, même scénario qu'en Allemagne, un personnage qui dit « mais moi, je vais rendre la dignité à ce pays est une grande culture, etc. etc. » Et donc, Yeltsin, je vais y arriver, Poutine va apparaître, si vous voulez, avec, encore une fois, cette caractéristique d'un homme qui est sain, qui fait du sport, qui est l'opposé de ce qu'avait été l'ivrogne qui l'avait précédé, qui va essayer de se faire respecter, et qui évidemment voit cette évolution de l'avancée de l'OTAN vers son propre pays, mais en mettant en garde, en disant arrêtez, l'Ukraine ne doit pas faire partie de l'OTAN. Il nous le dit à la Verkunde, qui est la grande réunion qui se tient à Munich chaque année, il nous avertit. Bon. Mais en même temps, vous avez tout à la fois la révolution de Maïdan en Ukraine, c'est-à-dire tout à coup, ces anciens pays satellites qui étaient nés de l'URSS étaient la plupart du temps gérés par des apparatchiks, des mecs qui étaient là au pouvoir, qui étaient le chef du parti communiste local. Ils ont dit, bon, ben, c'est bien, on est là, on est installé, on continue. Scénario biélorusse, kazakh, Azerbaïdjan, tout ça. Bon. Or, il se passe en Ukraine la révolution Maïdan, c'est-à-dire tout à coup une révolution démocratique qui va destituer le mec qui était le successeur habituel et qui va porter au pouvoir Zelensky. Et cette révolution-là est une révolution identitaire, c'est-à-dire on dit, bon, ben, nous aussi on a notre identité, nous aussi on a notre langue, nous on a ci, on a ça, etc. Or, la caractéristique de la colonisation russe, c'est une colonisation de continuité territoriale. C'est-à-dire que toutes ces minorités russes qui sont maintenant à l'extérieur de la Russie sont des minorités qui sont adossées à la Russie. Ce n'est pas comme l'Algérie ou le Vietnam. Nous, quand on quitte l'Algérie et le Vietnam, c'est fini. Je veux dire, on n'a plus Enfin, les deux identités se construisent elles-mêmes. Tandis que là où vous avez effectivement des gens qui sont adossés à la frontière russe, qui disent « mais regardez, on nous maltraite parce qu'on ne veut plus accepter le russe comme langue officielle, etc. etc. » Deuxième caractéristique, alors cette fois dont on va avoir du mal à sortir, c'est que Kaliningrad, qui était l'ancienne Königsberg, dans laquelle les Russes en 1945 avaient viré tous les Allemands, reste un morceau de Russie, si vous voulez, séparé de la Russie par la Pologne. On se reverra. Hein. Et donc, on est dans cette situation où aujourd'hui, donc les Russes décident cette invasion de l'Ukraine, opération militaire spéciale. Hein, on ne dit plus guerre maintenant, c'est pas bien guerre, c'est sale. Donc, opération militaire spéciale pour aller sécuriser ces Russes. Une partie de la légitimité de ces Russes peut être compréhensible, mais surtout, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'action militaire, si vous voulez. Alors, cette action militaire, deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle se dirige vers Kiev. Or, visiblement, ça ne marche pas. Donc, ils basculent tout leur système pour aller s'appuyer sur le Donbass et le Donetsk. Mais, première question, alors l'armée russe, c'était donc ce grand monstre qu'on s'est décrit pendant toute la guerre froide, qui était capable de tout raser, d'envahir l'Europe centrale avec ses milliers de chars. On avait constaté déjà en Afghanistan que, si vous voulez, ça ne tournait pas bien, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivaient pas. On avait constaté qu'en Syrie, ça avait plutôt bien fonctionné. Ah non, attendez, la Syrie, c'est après, parce que c'est plus facile. Il y a des pays qui sont plus faciles que d'autres. Mais on le voyait sur l'Afghanistan, les types avaient des problèmes d'approvisionnement, des rations qui étaient avariées, ils ne sortaient plus de leur camp, etc. Or, quand ils font cette offensive qui est théoriquement dans la continuité territoriale, sur Kiev, ils sont obligés de reculer. Bon. Et ensuite, ils vont basculer effectivement sur les zones ouest, où ils vont continuer avec cette guerre qu'on connaît, c'est-à-dire je te frappe, tu répliques, je te frappe, tu répliques, etc. Bon. Et donc, on est dans quelque chose dont on est mal sorti. Moi, j'aime bien la position du président de la République qui, dans ses discours, essaye de dire aux Russes, vous ne gagnerez pas cette guerre parce qu'on élèvera l'aide, si vous voulez, à l'Ukraine pour que vous ne la gagniez pas, mais simplement, il faut qu'à un moment, vous constatiez que ne pouvant gagner cette guerre, il faut passer un processus de négociation. Bon, on ne va pas se faire la guerre directement, on va vous montrer que vous ne pouvez pas la gagner. Bon, ce n'est pas facile comme exercice, mais enfin, c'est là qu'est l'art du politique, c'est de dire, bon, il y a un moment où c'est fini, on arrête. Vous savez, quand on a réussi la réconciliation franco-allemande, on a quand même quelque chose derrière soi dans lequel on peut donner des leçons aux autres. Donc, on est sur quelque chose qui est assez difficile, c'est le fil du rasoir, parce qu'évidemment, Poutine ne gagnant pas la guerre, il est obligé de se justifier vis-à-vis de son opinion publique et surtout, il est obligé de se justifier vis-à-vis de son système militaire. Et puis en Occident, vous avez effectivement des gens qui disent « mais après la disparition de l'URSS, on a fait ce qu'on appelait, il fallait engranger les dividendes de la paix. Donc on a réduit le format de toutes les armées, on a réduit les stocks, et là maintenant qu'on est en train de fournir une aide continue à l'Ukraine, on se dit, mais dites, on n'a plus rien là.
Regardez le cas avec les canons César. On a pratiquement livré, je crois, la moitié ou les 2 tiers de nos capacités. Donc, vous voyez, on est dans une situation dans laquelle il faudrait qu'on retrouve un minimum de raison. Je n'ai jamais vu ça fonctionner, hein, mais enfin, bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Voilà. Merci Pierre Conessa pour cet entretien. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos grands entretiens sur l'application mobile Omerta, nos entretiens, mais également nos documentaires. À très vite. Dès les années 20, le régime annonce que son ambition première est de propager l'islam. Et évidemment, islam version wahhabite, hein, c'est pas... Les influenceurs au sens strict du terme. C'est une campagne, j'allais dire, de communication à peu de frais d'une certaine manière. Louis Blin n'est autre qu'un ancien diplomate français, membre du CAPS, le centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. Je sais que l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas les mains propres. Bah, la France l'a pas non plus. Comment l'OM a pu, depuis janvier 2021, se mettre à investir entre 130 et 160 millions d'euros. Pourquoi il y a une telle omerta, en fait? Moi, j'ai reçu des mises en demeure, des menaces de mort.